Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au sommaire, cette semaine, un visage, celui d'une combattante kurde mutilée, torturée par des rebelles syriens soutenus par l'armée turque. La vidéo de ces supplices postée sur Internet a choqué. Nos reporters sont allés à la rencontre des miliciens kurdes. Nous irons également à Téhéran avec un coup de projecteur sur ces femmes iraniennes qui se rebellent contre le voile obligatoire. Enfin, nous partirons en Égypte où on fera le point sur les dernières découvertes archéologiques. Vous verrez que les sites ont encore de nombreux secrets à nous révéler. Barine Kobanè était son nom de guerre parce qu'elle s'était illustrée lors de la bataille de Kobanè. Cette jeune femme de 23 ans, symbole de l'engagement des femmes kurdes dans la lutte contre les djihadistes, a été mutilée et torturée par des rebelles syriens soutenus par Ankara. Une vidéo de ces supplices postée sur les réseaux sociaux a attisé la colère et le désir de vengeance de ses camarades. Reportage de nos envoyés spéciaux dans le nord de la Syrie, Roméo Langlois, Maïssa Awad et Mohamed Hassan. La vidéo, insoutenable, se propage sur la toile. Regardez bien, cochon du PKK. Au cri de Dieu est grand, ces rebelles syriens soutenus par la Turquie exhibent le corps sans vie d'une combattante kurde. Barine Kobanè est déshabillée, mutilée. Les rebelles lui auraient découpé les seins, ce qu'ils ont démenti. Dans le nord de la Syrie, la colère gronde. Ni Daesh, ni Erdogan et ses sbires ne pourront briser notre volonté. Nous résisterons jusqu'à notre dernier souffle. On va venger Barine. Aidés par l'Occident, des milliers de jeunes femmes, kurdes et arabes, combattent le groupe État islamique au sein des forces démocratiques syriennes, les FDS. Nous suivons le chemin de nos martyrs, Harin, Avista et Barine. Nous nous entraînons et nous nous battons pour affirmer le rôle de la femme. Les FDS ont acculé les djihadistes. Aujourd'hui, ces femmes considèrent les milices islamistes pilotées par Ankara comme leur principal ennemi. Nos ennemis sont des barbares. Ils cherchent à écraser les femmes. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Mais nous n'allons jamais nous soumettre. Nous sommes nombreuses, très nombreuses. Dans toute la région, il y a des camps d'entraînement comme celui-ci. Au sein des FDS, les combattants morts au combat sont célébrés comme autant de martyrs. Les photos de Barine Kobanè font remonter d'âpres souvenirs. En 2012, Asmin a été pendant 1 an l'otage d'Al-Qaïda en Syrie. Elle a été libérée contre le corps d'un émir. Moi, ils ne m'ont pas violée, mais ils m'ont torturée à l'électricité pour me faire parler. Ils ont aussi écrasé des cigarettes sur ma peau. Ils m'ont frappée à la tête. Ça a vraiment été atroce, mais je n'ai rien lâché. Le nom de Barine Kobanè résonne dans tout le Kurdistan syrien. Les femmes des FDS se disent prêtes à partir la venger à Afrin. Israël maintient la pression sur les migrants africains en situation irrégulière. L'État hébreu a commencé à distribuer des lettres à des milliers d'entre eux, leur ordonnant de quitter le territoire d'ici la fin mars sous peine d'emprisonnement. Mounia Kassem. Marawi Zoud est l'un des 38 000 demandeurs d'asile africains en Israël, menacés d'expulsion. Alors qu'il est venu demander un visa, une lettre lui a été remise, avec inscrit l'ultimatum posé par le gouvernement israélien. Si je ne retourne pas au Rwanda ou en Érythrée, dans les 2 mois, ils me mettront de force en prison. Ces migrants viennent principalement d'Érythrée ou du Soudan, où ils ont fui les persécutions, la guerre et la misère. Pour bon nombre d'entre eux, il n'est pas question d'y retourner. Ce n'est pas un choix, mais je vais choisir quand même. Pour moi, ce sera la prison, car au moins là, je serai en vie. Le plan voté en décembre dernier à la Knesset désigne ouvertement ces migrants comme des infiltrés. Les volontaires au départ se feront remettre un billet d'avion sans retour, des documents de voyage et l'équivalent de 2 800 € en espèces. Pour les autres, ce sera donc la prison pour une durée indéterminée. Une mesure qui concerne les hommes seuls, sans statut légal.
Les vrais réfugiés et leurs familles resteront en Israël. Nous n'avons aucune obligation de garder les travailleurs infiltrés qui ne sont pas des réfugiés. Ils seront déportés vers un autre pays. Une position soutenue par de nombreux Israéliens. Ce ne sont pas des vrais réfugiés, ce sont des infiltrés et ils veulent rester ici. Comment? Eh bien en faisant beaucoup d'enfants. Toutes les femmes entre 6 et 60 ans sont enceintes. Mais l'inquiétude grandit au sein de la population israélienne. Le statut de réfugié n'est délivré qu'au compte-gouttes, 11 seulement entre 2009 et 2017. Le sort réservé à ces migrants expulsés est aussi au cœur des préoccupations. Vers quel pays exactement seront-ils renvoyés? Les ONG pointent du doigt le danger d'un retour au Soudan ou en Érythrée. Ces pays sont tristement connus pour les violations des droits humains, la torture qui y est commise. Ces gens méritent une protection internationale. Ils méritent d'être protégés par Israël. Pour certains Israéliens, il s'agit aussi d'un devoir moral. Il y a la loi, il y a aussi quelque chose au-dessus de la loi, c'est l'appel de la conscience. Je suis prête à tout faire, à aller jusqu'au bout pour prouver qu'un juif ne doit pas faire ça. Ce n'est pas un comportement humain. En soutien aux migrants, 36 survivants de la Shoah ont écrit une lettre au Premier ministre, lui demandant d'abandonner cette loi. Des médecins, des écrivains et des anciens diplomates se sont joints à la contestation et certains pilotes de ligne ont prévenu qu'ils n'embarqueraient pas ces migrants expulsés. Mais le gouvernement dominé par l'extrême droite entend aller jusqu'au bout. Pour le ministre de l'Intérieur, seuls les citoyens israéliens sont la priorité et non les migrants. Nous voulons être libres de nous habiller comme nous le voulons. Le cri d'une trentaine de femmes iraniennes en plein cœur de Téhéran. Elles ont enlevé leur voile avant d'être arrêtées par la police des mœurs. Car si le geste semble banal, il est interdit par la loi islamique. Pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses à défier les autorités, sans doute parce que soutenues par l'opinion publique. Selon un rapport datant de 2014 et publié dimanche par le Centre iranien d'études stratégiques, 49% des Iraniens sont contre le port du voile obligatoire. Au milieu des voitures, cette Iranienne a enlevé son voile blanc et le brandit au bout d'un bâton. Non au voile obligatoire. Nous voulons la liberté. La liberté de nous habiller comme nous voulons. Un acte de rébellion dont la vidéo a été postée fin janvier. Une scène qui se répète de plus en plus ces dernières semaines en Iran. Encouragée par une dissidente installée aux États-Unis, chaque mercredi, des dizaines de femmes, jeunes, urbaines, défient les religieux au pouvoir. Dans un Iran ultra connecté, leurs photos font le tour des réseaux sociaux. Au printemps dernier, à Téhéran, nous avions rencontré une pionnière du mouvement. Elle était arrivée à notre rendez-vous, cheveux découverts, avant de se voiler pour notre entretien pour ne pas être arrêtée. S'il vous plaît, laissez-nous enlever ce voile. Je veux que le gouvernement me considère comme une femme iranienne de son époque. Depuis quelques années, le voile est porté de façon plus relâchée dans les grandes villes moins conservatrices. Mais la contestation trouve un nouvel écho depuis les manifestations de janvier contre le gouvernement. La nouvelle génération d'Iraniens n'a pas peur de montrer sa colère pour des raisons économiques ou sociétales. Il faut relier ça à ce qu'on peut appeler la modernisation de la société, le fait que l'individu compte en Iran. Maintenant, les gens pensent qu'ils doivent, leurs droits individuels doivent être respectés. La semaine dernière, une trentaine de femmes contestataires ont été arrêtées. Une réponse policière qui ne masque pas l'embarras du pouvoir iranien face à ce qui pourrait être un mouvement de fond. Selon le proverbe arabe, l'Égypte est la mère de l'humanité. Un dicton souvent justifié par l'héritage pharaonique du pays. Un pays qui a pourtant vu ces dernières années une baisse de fréquentation touristique en raison de l'insécurité. Moins de touristes, mais pas moins d'archéologues sur les sites. Les recherches se poursuivent et les découvertes sont encore nombreuses. Reportage. À l'ombre des pyramides de Gizeh, reposent depuis 2500 ans des milliers de hauts fonctionnaires pharaoniques. C'est dans ce cimetière que les archéologues viennent de découvrir une tombe, la dernière demeure d'une prêtresse connue sous le nom de Hetpet. Les parois, très bien conservées, ont sidéré les spécialistes. Ici, nous avons la représentation d'un orchestre, et c'est quelque chose d'assez rare.
Aux égyptologues désormais de décrypter ces fresques millénaires. Près de 2000 ans après la mort du dernier pharaon, les autorités égyptiennes annoncent quasiment chaque semaine de nouvelles découvertes. Comme cette statue de Ramsès II retrouvée il y a un an au beau milieu d'un quartier d'habitation. Elle mesurait près de 8 mètres, à l'image de celle parfaitement alignée du célèbre temple d'Abou Simbel. Et selon certains archéologues, ces découvertes ne sont peut-être qu'un début. Ici, chaque roi avait le devoir de construire un temple, des statues ou des obélisques. Mais de tous les mystères égyptiens, celui qui entoure la pyramide de Khéops est peut-être le plus fascinant. À l'automne dernier, des chercheurs armés de scanners disent avoir découvert une cavité cachée, assez grande pour accueillir un avion de ligne. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ils envisagent de percer un trou de 3 cm pour envoyer un robot en éclaireur. Certains spécialistes ont contesté le caractère inédit de cette découverte, mais qu'importe. Pour les autorités, l'essentiel est d'entretenir la légende des pharaons, premier argument touristique du pays. L'an dernier, le nombre de visiteurs a quasiment doublé, même si l'Égypte reste encore loin de la fréquentation qu'elle connaissait avant la révolution de 2011. On termine par ce retour au pays de 5 pièces d'antiquité vieilles de plus de 2400 ans et d'inspiration hellénistique. Ces pièces ont été volées il y a plus de 30 ans pendant la guerre civile au Liban entre 1975 et 1990. Parmi les 5 pièces figure une tête de taureau en marbre blanc de taille réelle évaluée à plus d'1 million de dollars. Cette statue daterait d'environ 360 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. L'info continue sur France 24.